Ma mère a crié, tu as 48 heures pour prendre tes affaires. Cette maison appartient à ta sœur maintenant. Je n'ai pas discuté, je suis juste resté silencieux et je me suis préparé. 2 jours plus tard, lorsque ma sœur est entrée et a appelé, elle a regretté d'avoir jamais mis le pied à l'intérieur. Je m'appelle Rachel Morgan, j'ai 29 ans et je viens de l'Ohio. Je me souviens clairement de cette nuit-là. La lumière de la cuisine était trop vive. Elle semblait toujours dure. Nous étions à la table du dîner. Maman, papa, Émilie et moi. J'étais en train de couper mon poulet. Puis la fourchette de maman a frappé l'assiette. C'était un bruit sec, comme un claquement. Elle m'a regardé. Ses yeux étaient froids. Tu as 48 heures pour faire tes cartons, a-t-elle dit. Sa voix était monotone. Cette maison appartient à Émilie maintenant. Ma fourchette s'est arrêtée. J'ai regardé papa. Il regardait son assiette. Pas moi. Il a juste hoché la tête. Un petit hochement de tête, mais c'était énorme pour moi. Émilie était là, tout juste arrivée de Californie. Elle avait un petit sourire en coin. Il voulait tout dire. Elle agissait déjà comme si l'endroit lui appartenait. Mon endroit. La maison que j'avais sauvée. La maison que j'avais gardée en vie. Tout avait disparu. Arraché en une seule phrase. Comme ça. Avant que je vous raconte comment tout a basculé, aimez la vidéo et abonnez-vous. Laissez un commentaire. D'où regardez-vous? Le délai de 48 heures résonnait dans ma tête alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés sur un plafond que je connaissais mieux que mon propre visage. Chaque petite fissure et chaque tache d'eau racontait une histoire, l'histoire de mon sacrifice. Ce n'était pas seulement ma maison. C'était un monument dédié au travail de toute ma vie, à chaque rêve que j'avais reporté et à chaque dollar que j'avais économisé. Les mots de ma mère, elle en a plus besoin que toi, étaient d'une cruauté particulière. Parce qu'ils ignoraient délibérément la vérité. Émilie n'avait pas besoin de cette maison. Elle la voulait, tout simplement. C'est moi qui l'avais empêchée de tomber en poussière. Tout a commencé il y a 5 ans, juste après que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière praticienne. Mon père, qui avait travaillé dans l'usine automobile locale pendant 30 ans, a été licencié. Ce n'était pas de sa faute. Toute l'usine a fermé. Mais sa fierté, une chose obstinée et fragile, s'est brisée en 1000 morceaux. Il restait assis dans son fauteuil jour après jour, la télévision clignotant devant ses yeux vides, tandis que les avis de saisie immobilière commençaient à arriver par la poste. Ma mère, réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire, était affolée. Son faible revenu couvrait à peine les courses. J'avais 24 ans, je commençais à peine ma carrière avec mes propres rêves. Je voulais voyager, peut-être acheter un petit appartement en ville, commencer une vie qui m'appartenait, mais je ne pouvais pas les regarder tout perdre. Je ne pouvais pas les regarder perdre la maison que mon grand-père avait construite, l'endroit où résidaient tous mes souvenirs. Alors, je suis réinstallé chez eux. Je me suis dit que c'était temporaire. Je leur ai dit que c'était temporaire. Juste le temps que vous vous remettiez sur pied, avais-je dit. Mon père avait juste grogné, sans me regarder. Ma mère m'avait serré dans ses bras, son soulagement était si désespéré qu'on aurait dit qu'elle se noyait et que j'étais sa bouée de sauvetage. Tu es une si bonne fille, Rachel, avait-elle chuchoté. Que ferions-nous sans toi? À l'époque, j'avais pensé que c'était un compliment. Maintenant, je réalise que c'était une cage. Le premier chèque que j'ai écrit était pour l'hypothèque. Il a vidé presque tout mon compte d'épargne. Je me souviens de ce que j'ai ressenti en le tendant à ma mère. Un mélange de fierté et d'une peur profonde qui me rongeait. C'était le début. Bientôt, ce ne fut plus seulement l'hypothèque. Ce furent les factures d'électricité lorsque la compagnie d'électricité a envoyé un avis d'interruption de service. Ce furent les réparations de la voiture lorsque la transmission du vieux camion de mon père a finalement lâché. Ce furent les courses, les taxes foncières, le traitement de canal en urgence dont ma mère avait besoin. Mon chèque de paie, qui me semblait autrefois être une porte d'entrée vers la liberté, n'était plus rien d'autre qu'un pansement sur les blessures financières infinies de ma famille. Au total, j'avais versé plus de 300 000 $ dans cette maison et dans leur vie. Une somme si importante que j'avais du mal à la concevoir.
C'était un acompte sur un avenir dont on me disait maintenant que je ne l'aurais jamais. Pendant que je faisais des gardes doubles à la clinique, dormant parfois quelques heures dans la salle de garde parce que j'étais trop épuisé pour conduire jusqu'à la maison, Emily menait sa meilleure vie en Californie. Elle était allée à l'université grâce à un prêt étudiant que j'aidais maintenant à rembourser. Elle avait obtenu un diplôme en communication et avait déménagé sur la côte ouest pour se trouver. Son fil Instagram était une collection soignée de couchers de soleil sur la plage, de soirées sur les toits et de brunchs coûteux. Elle ne demandait jamais si maman et papa allaient bien. Elle ne demandait jamais si j'allais bien. Elle appelait pour les anniversaires et à Noël, une voix brève et joyeuse à l'autre bout du fil, complètement déconnectée du désespoir silencieux qui était devenu notre réalité. « Oh, tu vis toujours à la maison ?» m'avait-elle demandé une fois, un an après le début de ma servitude. Il y avait une pointe de pitié dans sa voix, comme si j'étais une ratée. Je ne pourrais jamais faire ça. J'ai besoin de mon espace, de ma liberté. J'avais envie de lui crier dessus. Je voulais lui dire que sa liberté était payée par mon emprisonnement. Je voulais lui dire que c'était moi qui gardais la lumière allumée dans la maison qu'elle appelait si négligemment, chez elle. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste mordu ma langue et dit, ça va. Je donne un coup de main, se racle la gorge, tu es une vraie sainte, rat, avait-elle dit en riant. Et je savais qu'elle ne le pensait pas. Pour elle, je n'étais pas une sainte. J'étais un paillasson. Les plus grands sacrifices étaient ceux qu'ils n'ont jamais vus. Il y a 2 hivers, la vieille chaudière a finalement rendu l'âme pendant le pire blizzard de l'année. La température à l'intérieur de la maison est tombée à 4 degrés Celsius. Mon père a juste serré sa couverture plus fort autour de lui et a fixé la télévision. Ma mère a pleuré. J'ai passé toute la nuit au téléphone, à supplier pour avoir un dépanneur en urgence. Quand j'en ai enfin trouvé un, il m'a donné un prix qui m'a tordu l'estomac, $6 000 pour un nouvel appareil. Je ne les avais pas. Je venais de payer l'hypothèque et une agence de recouvrement qui appelait pour une ancienne dette de carte de crédit de mon père. Alors, j'ai fait la seule chose possible. J'ai souscrit un prêt personnel à taux d'intérêt élevé. Remplir les papiers m'a donné l'impression de vendre mon âme. Pendant qu'on installait la nouvelle chaudière, réchauffant la maison que je sauvais à moi seul, Emily a publié une photo d'elle lors d'un séjour au ski au lac Tao, portant une veste de ski de marque toute neuve. La légende disait « Je vis ma meilleure vie ». Béni. J'ai regardé cette photo, son visage souriant et insouciant, et j'ai ressenti une amertume si profonde qu'elle avait le goût du poison. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon temps, mon énergie, ma jeunesse. Le jardin à l'arrière avait fait la fierté et la joie de ma grand-mère. Après son décès, ma mère l'avait laissé tomber en ruine. Les rosiers ont poussé sauvagement, étouffés par les mauvaises herbes. Un printemps, j'ai décidé de lui redonner vie. J'ai passé chaque week-end pendant 3 mois à arracher les mauvaises herbes, bêcher la terre, tailler les buissons jusqu'à ce que mes mains soient à vif et saignent, même à travers des pégans. Quand ce fut enfin terminé, que les roses fleurissaient et que le potager était florissant, ma mère a fait venir une amie pour le voir. « N'est-ce pas charmant ?» avait-elle dit, rayonnante. J'ai vraiment la main verte. Elle n'a jamais mentionné mon nom. Mes sacrifices sont devenus des attentes. Mon aide n'était plus un cadeau. C'était mon devoir. Ils ont arrêté de dire merci. Ils se contentaient de prendre. Lorsque le toit s'est mis à fuir dans le grenier, mon père a simplement mis un seau en dessous. On s'en occupera, avait-il dit. 3 mois plus tard, le seau était toujours là et la tache d'eau au plafond grandissait. C'est moi qui ai appelé les couvreurs. C'est moi qui ai négocié le prix et c'est moi qui ai payé la facture de $10 000. Le dernier versement de l'hypothèque a été le pire. J'avais travaillé pour ce jour-là pendant 5 ans. J'avais imaginé une célébration, un dîner, un moment de reconnaissance où mes parents me regarderaient et verraient enfin, ce que j'avais fait pour eux. Je suis entré dans la cuisine et j'ai tendu à ma mère le reçu de la banque, celui qui disait « Payé en totalité ». C'est fait, ai-je dit, la voix lourde d'émotion. La maison est officiellement à nous. Elle a jeté un coup d'œil au papier, une étincelle traversant ses yeux. Elle l'a posé sur le comptoir. Oh, a-t-elle dit. C'est bien, ma chérie. Tu pourras prendre du lait en rentrant du travail demain. C'était tout. Pas d'étreinte, pas de larmes de joie. Pas de « Merci Rachel d'avoir sauvé notre maison ». Juste une demande de lait.
Mon grand geste, le couronnement de 5 ans de travail acharné et de sacrifice, valait moins qu'une brique de lait. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas leur fille. J'étais leur service public. Et maintenant que la maison était sécurisée, ma mission était accomplie. J'avais réparé le jouet cassé, et il était temps de le donner à l'enfant préféré. Le lendemain matin, le soleil traversait ma fenêtre, mais il n'apportait aucune chaleur. L'horloge des 48 heures tournait, un compte à rebours implacable vers mon propre expulsion. Je me sentais vide. Une coquille fragile de la personne que j'étais 2 jours plus tôt. Je suis descendu, mais pas lourd sur les marches que je connaissais si bien. Une odeur de café flottait dans l'air. Émilie et ma mère étaient assises à la table de la cuisine, bavardant et riant comme si c'était un matin ordinaire, comme si elles n'avaient pas fait exploser toute ma vie la veille au soir. Mon père était au comptoir en train de faire des toasts, le dos tourné. C'était un maître dans l'art de l'évitement. Je me suis tenu sur le pas de la porte, les bras croisés sur la poitrine. « Je veux voir les papiers », ai-je dit. Ma voix était étonnamment stable. Ma mère a arrêté de rire et a levé les yeux vers moi, son visage se durcissant instantanément. « Quels papiers ?»« Les papiers qui disent que cette maison appartient à Émilie, » ai-je dit, mes yeux rivés sur les siens. « Je veux les voir. » Émilie a poussé un soupir exaspéré en levant les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, Rachel, tu es encore là-dessus ? C'est fait. Passe à autre chose. » Je ne passerai pas ce racle-la-gorge à autre chose tant que je n'aurai pas vu la preuve, ai-je insisté. Ma mère s'est levée, sa chaise grinçant sur le linoléum. Il n'y a rien à voir pour toi. C'est une affaire de famille privée. Je pense que c'est mon affaire quand vous me mettez à la porte de chez moi, ai-je répliqué, la voix montante. Ce n'a jamais été ta maison, a-t-elle rétorqué, sa voix tranchante et cruelle. Tu ne faisais que vivre ici. Tu étais une invitée. Une invitée. Après tout ce que j'avais fait, après chaque dollar que j'avais dépensé, je n'étais qu'une invitée. Le mot m'a frappé avec la force d'un coup physique. J'ai senti l'air sortir de mes poumons. C'est mon père qui a fini par céder. Il ne pouvait pas me regarder, mais il a ouvert un tiroir et a sorti une épaisse chemise en carton beige, la faisant glisser sur le comptoir sans un mot. Je m'en suis approché et je l'ai ramassée. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine ouvrir la tâche. À l'intérieur se trouvait un acte de cession immobilière, quitte Clendide. Il était daté d'une semaine plus tôt. Mes parents, Richard et Hélène Morgan, avaient cédé la propriété à leur fille, Emily Morgan, pour la somme symbolique de $1. Tout était là, en noir sur blanc, légal, officiel, un acte de trahison prémédité. Ils avaient fait cela dans mon dos une semaine avant même qu'elle n'arrive. Sa visite surprise faisait partie du plan. Ils avaient attendu qu'elle soit là, formant un front uni, pour faire tomber le coup près. Mais c'est la raison donnée par ma mère qui m'a vraiment achevé. Elle a une famille, Rachel, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant dans un ton de fausse sympathie plus insultant que sa colère. Elle et son copain Mark pensent revenir de Californie. Ils ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie, pour élever des enfants. Elle a besoin de stabilité. Elle en a plus besoin que toi. Émilie et Mark, un type avec qui elle sortait depuis 6 mois. C'était ça, la famille, qui méritait cette maison. Mes rêves, ceux que j'avais gardés silencieusement dans mon cœur, n'avaient aucune importance. Le rêve de rencontrer quelqu'un un jour, de me marier dans le jardin sous le vieux chêne, d'élever mes propres enfants dans les pièces où j'avais grandi. Tout cela était rejeté comme sans importance. J'étais célibataire, donc je ne comptais pas. Mon avenir était une page blanche qu'il n'avait aucun intérêt à lire. J'ai regardé mon père, qui fixait intensément sa tasse de café. « Papa » ai-je supplié, la voix brisée. « Comment as-tu pu faire ça ? Après tout ce que j'ai fait, j'ai payé l'hypothèque. Cette maison n'existerait plus sans moi. » Il a enfin levé les yeux, le regard rempli d'une honte lasse, mais ses mots étaient faibles, balayants. « Arrête d'être aussi dramatique, Rachel. Ce n'est qu'une maison. Ce n'est qu'une maison. » Cette phrase a brisé le dernier fil d'espoir auquel je me raccrochais. Ce n'était pas juste une maison. C'était l'héritage de mon grand-père. C'était mon filet de sécurité. C'était la manifestation physique de 5 ans de ma vie. Pour lui, ce n'était qu'un actif à déplacer, un problème à résoudre.
Et je n'étais qu'une complication. Le souvenir d'une promesse qu'il m'avait faite des années plus tôt m'est revenu en mémoire. J'étais adolescente, assise avec lui sur la balancelle du Porsche, contrariée par quelque chose dont je ne me souviens même plus. Il avait passé son bras autour de moi et avait dit « Ne t'inquiète pas, Ra. Quoi qu'il arrive dans le monde, tu auras toujours un foyer ici. Cette maison sera toujours la tienne. » Ces mots m'avaient réconforté pendant des années, une fondation que je croyais solide. Maintenant, je voyais que ce n'était que de mots vides dits dans un moment de sentimentalité passagère, sans réel sens. Ses promesses étaient aussi creuses que son caractère. J'ai ressenti un sentiment de perte profond qui allait bien au-delà de la propriété elle-même. Je ne perdais pas seulement des murs, des portes et un toit au-dessus de ma tête. Je perdais ma famille. Je perdais l'idée que mes parents m'aimaient sans condition. Je perdais les derniers vestiges de mon innocence d'enfance. La croyance naïve que si j'étais gentil et faisais ce qui était juste, je serais récompensé par l'amour et la sécurité. J'ai regardé l'acte entre mes mains, leur signature, et j'ai enfin compris. Ils n'avaient pas seulement donné ma maison à Émilie. Ils avaient vendu mon amour, ma loyauté et mon sacrifice pour le prix de leur propre confort. Ils avaient choisi la voie de la facilité, apaisant la fille exigeante en sacrifiant la fille silencieuse et dévouée. Je n'étais plus leur enfant. J'étais un dommage collatéral. Cette nuit-là, la maison me semblait étrangère. Les murs que j'avais peints d'une teinte verso chaude et réconfortante semblaient maintenant se refermer sur moi, froid et hostile. Je m'assis sur le bord de mon lit, celui que j'avais depuis mes 10 ans, et j'écoutais les bruits de la maison qui se tassaient. Chaque grincement de parquet, chaque gémissement de tuyau sonnait comme un adieu. Le délai de 48 heures n'était plus une menace. C'était une réalité qui s'égrenait, chaque seconde me rapprochant de la rue, sans abri et totalement seul. Les larmes ont fini par venir, pas un doux ruisseau, mais un torrent déchirant. C'était une tempête de chagrin pour tout ce que je perdais. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête me fasse mal et que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que le soleil commence à percer à travers les rideaux, projetant de longues ombres grises à travers la pièce. Dormir était impossible. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leur visage. Le rejet glacial de ma mère. L'évitement pitoyable de mon père. Le sourire cruel de ma sœur. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans la maison. Un fantôme dans ma propre vie. J'ai passé ma main le long du papier peint dans le couloir, un motif floral délavé que ma grand-mère avait choisi il y a 50 ans. Je m'étais disputé avec ma mère pour le garder quand elle voulait l'arracher, lui disant que cela faisait partie de l'histoire de la maison, de son âme. Maintenant, Émilie allait probablement le recouvrir d'une peinture grise stérile et tendance. Dans le salon, j'ai fixé la cheminée. Mon grand-père avait posé chaque brique lui-même. Il m'avait appris à faire du feu, ses grandes mains calleuses guidant les miennes. Un feu garde une maison en vie, Rachel, disait-il souvent. C'est le cœur. J'ai pensé à tous les Noëls que nous avions passés devant. Les chaussettes suspendues à la cheminée, la chaleur qui nous pénétrait les os. Le cœur de la maison était sur le point d'être arraché, tout comme le mien. Je voyais des éclairs de ma vie dans chaque coin. Il y avait l'encoche sur le cadre de la porte de la cuisine où mon père mesurait ma taille chaque année, la marque la plus haute étant juste un pouce plus courte que la sienne. Il y avait le siège sous la fenêtre dans le bureau que mon grand-père avait construit pour moi quand j'étais petite parce que j'aimais lire. Je m'y blottissais pendant des heures, perdu dans d'autres mondes, me sentant en toute sécurité. Maintenant, il n'y avait plus d'endroit sûr. Je suis allé dans le jardin. Les roses que j'avais tant travaillé à sauver étaient en pleine floraison, leurs pétales lourds de la rosée du matin. J'avais versé ma sueur et mon amour dans ce sol. J'avais parlé à ces plantes, je les avais ramenées à la vie. Ma mère avait toujours aimé les exhiber, mais elle ne m'avait jamais aidé à les tailler ou à les arroser. C'était mon travail, mais elle s'attribuait leur beauté. C'était une métaphore parfaite de toute notre relation. Je faisais le travail dur et elle et Émilie en récoltaient les fruits. La douleur émotionnelle était si immense qu'elle devenait physique. Ma poitrine me faisait mal sous une pression constante, comme si quelqu'un se tenait debout dessus. Je ne pouvais pas manger. La simple idée de la nourriture me rendait malade. Je me sentais comme une locataire dans ma propre peau, une étrangère dans la maison qui contenait l'intégralité de mon passé. On m'effaçait. Mes années de sacrifice, mes contributions financières, mon amour,
tout était balayé comme si cela n'avait jamais existé. J'ai emballé quelques affaires dans une boîte en carton, mes mains bougeant automatiquement, quelques livres, une photo encadrée de moi et de mes grands-parents, l'ours en peluche usé que j'avais depuis que j'étais bébé. Chaque objet était un morceau d'une vie qui ne me semblait plus réelle. J'ai ressenti un besoin désespéré et envahissant de simplement partir, de faire un sac, de monter dans ma voiture et de rouler sans regarder en arrière. De leur laisser la maison, de les laisser gagner. Le combat semblait trop grand, trop épuisant. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que ce n'était qu'une maison. Mais alors que j'étais assise sur le sol, entouré par les fantômes de mon passé, un autre souvenir a fait surface, traversant le brouillard du désespoir. C'est me rappeler la dernière conversation que j'avais eue avec mon grand-père. Il était fragile, assis dans son fauteuil préféré, celui qui se trouvait maintenant vide dans le coin du salon. J'étais rentré de l'université pour le week-end, stressé par les examens et mon avenir. Il avait pris ma main, sa prise étonnamment forte. Il m'avait regardé droit dans les yeux, son regard clair et certain. « Rachel » avait-il dit, sa voix rauque mais ferme. « Ce monde peut être un endroit dur. Les gens te décevront, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Cette maison a des racines. Tes racines. Peu importe où tu vas ou ce que tu fais, cette maison sera toujours la tienne. » À l'époque, je pensais qu'il était sentimental, parlant métaphoriquement de la famille et de l'appartenance. Mais maintenant, ces mots résonnaient dans mon esprit avec une urgence nouvelle. Cette maison sera toujours la tienne. Il n'avait pas dit « notre maison » ou « la maison de la famille ». Il avait dit « la tienne ». Il m'avait regardé avec tellement d'intention. Pourquoi ? Une minuscule étincelle a jailli dans l'obscurité de mon chagrin. Ce n'était pas encore de l'espoir. C'était autre chose, une question. Une graine de doute sur l'histoire que mes parents m'avaient racontée. Ils avaient dit qu'ils avaient hérité de la maison après lui. Ils me l'avaient fait croire pendant des années. Mais si ce n'était pas toute la vérité ? Mon grand-père était un homme réfléchi. Il ne disait pas des choses qu'il ne pensait pas. Ces mots étaient la seule chose solide à laquelle je pouvais me raccrocher dans ce tourbillon de trahison. C'était une bouée de sauvetage. J'ai pris ce racle la gorge mon téléphone, mes doigts tremblants. L'idée de me battre semblait toujours impossible, mais l'idée de laisser sa mémoire être trahie avec la mienne était insupportable. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Anna, ma plus ancienne amie, et heureusement, avocate. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, les derniers mots de mon grand-père résonnant à mes oreilles. Peut-être que ce n'était pas encore fini. Anna a décroché à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as une voix affreuse. Le simple fait d'entendre sa voix si stable et normale m'a fait fondre en larmes à nouveau. Je lui ai tout raconté. L'histoire s'échappait de moi dans un torrent de sanglots et de phrases hachées. Le dîner, le délai de 48 heures, l'acte de cession, les choses que ma mère et mon père avaient dites. Je lui ai parlé de la chaudière, du toit, de l'hypothèque, des 300 000 $ que j'avais versés dans une maison qu'on était en train de me voler. Elle a écouté patiemment, sans m'interrompre une seule fois. À l'autre bout du fil, il n'y avait qu'une colère silencieuse et bouillonnante. Quand j'ai enfin terminé, ma voix n'étant plus qu'un chuchotement enroué, il y a eu un long silence. « Anna, tu es là ?» ai-je demandé, le cœur serré. J'avais peur qu'elle me dise qu'il n'y avait rien à faire. Que l'acte était signé et que tout était fini. « Je suis là » a-t-elle dit, sa voix d'un calme dangereux. « J'essaie juste de décider lequel de tes parents je veux démembrer en premier. » Un petit rire larmoyant m'a échappé. C'était la première fois que je ressentais la moindre pointe d'humour en 2 jours. « D'accord, ne panique pas » a-t-elle dit, son ton passant en mode avocate. Il compte sur le fait que tu aies le cœur trop brisé pour te battre. Il compte sur toi pour te soumettre et accepter ça. Nous ne allons pas laisser faire ça. Dis-moi une chose. Quand ton grand-père est décédé, as-tu déjà vu son testament ? La question m'a prise au dépourvu. Non, ai-je dit lentement, essayant de me souvenir. J'étais à l'université. Mes parents ont tout géré. Ils m'ont juste dit qu'ils leur avaient laissé la maison. Je n'ai jamais pensé à remettre ça en question. Pourquoi l'aurais-je fait ? Parce que les gens mentent, Rachel, a-t-elle dit sans détour. Surtout quand il y a de l'argent ou des biens en jeu.
Tes parents t'ont laissé croire que tu remboursais leurs dettes sur leur maison. Mais si ce n'était pas le cas? Et s'ils n'étaient pas les propriétaires légaux au départ? Les mots de mon grand-père ont à nouveau traversé mon esprit. Cette maison sera toujours la tienne. Aurait-il pu le penser au pied de la lettre? L'idée semblait folle, une fantaisie désespérée. Mes parents ne mentiraient pas sur quelque chose d'aussi monumental, n'est-ce pas? La froideur dans les yeux de ma mère, la honte sur le visage de mon père. Soudain, cela ne me semblait plus si impossible. Ils étaient capables d'une cruauté que je n'avais jamais imaginée. S'ils étaient capables d'une tromperie tout aussi vaste? Anna, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ai-je chuchoté. Je dis que nous devons voir ce testament, l'original déposé au comté, pas la version dont tes parents t'ont parlé, a-t-elle dit. Tout dépend de ce que dit ce document. Je me rends au bureau du greffe du comté dès demain matin. Ne fais plus un seul carton. Ne parle pas à ta famille. Reste tranquille et attends mon appel. En raccrochant, j'ai senti un étrange sentiment de calme s'installer en moi. Le chemin à parcourir était encore effrayamment flou. Mais pour la première fois, il y avait un chemin. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une personne en attente d'une information qui pouvait tout changer. Les 24 heures suivantes ont été les plus longues de ma vie. Je suis resté dans ma chambre en évitant ma famille. Je pouvais les entendre en bas. Émilie au téléphone, décrivant avec enthousiasme sa nouvelle maison à son copain. Ma mère fredonnant en cuisinant. Il tournait déjà la page, construisant une nouvelle vie sur les ruines de la mienne. L'odeur de la cuisine de ma mère ne me réconfortait plus. Elle sentait la trahison. Enfin, en fin d'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Anna. J'ai répondu d'une main moite de sueur. D'accord, a-t-elle dit, et sa voix était différente. Elle était tendue, furieuse. Tu dois t'asseoir, Rachel. Tu es assise. Oui, ai-je dit en m'effondrant sur le bord de mon lit. Dis-moi. J'ai une copie certifiée conforme du dernier testament de ton grand-père entre les mains, a-t-elle dit. C'est très simple, très clair. Il laisse quelques petits cadeaux financiers à tes parents et à des cousins. Mais la maison, Rachel, la maison et toute la propriété, il t'a tout légué. Le monde a basculé. J'ai serré le téléphone, mes articulations devenant blanches. Quoi? À moi. À sa petite fille, Rachel Morgan. Seule et exclusivement. Le testament a été déposé et homologué il y a 10 ans. Tu es la propriétaire légale de cette maison depuis que tu as 19 ans. Je ne pouvais plus respirer. Mon esprit tournait, essayant de traiter l'énormité de ce qu'elle disait. La propriétaire légale? Pendant 10 ans, a continué Anna, sa voix dure comme l'acier, ils ne te l'ont jamais dit. Ils t'ont caché le testament. Ils t'ont laissé vivre ici en pensant que tu étais une personne à charge alors que tu étais la propriétaire. Ils t'ont laissé verser tes économies pour rembourser une hypothèque qui était légalement sous ta responsabilité, mais ils l'ont présenté comme si tu les aidais. Ils ne faisaient pas seulement preuve de cruauté, Rachel. Ils commettaient une fraude. Et leur tentative de transférer l'acte à Émilie est totalement illégale. Ils ne peuvent pas donner quelque chose qu'ils n'ont jamais possédé. Le poids total de leur tromperie s'est effondré sur moi. Ce n'était pas une trahison récente. C'était un mensonge vieux d'une décennie. Chaque « merci » qu'ils m'avaient donné était un mensonge. Chaque fois qu'ils avaient agi comme s'ils me faisaient une faveur en me laissant vivre ici était un mensonge. Ils m'avaient regardé me tuer au travail, sacrifiant ma jeunesse et mon avenir pour sauver une maison qui était déjà la mienne. Ils n'avaient pas seulement accepté mon aide. Ils avaient orchestré toute la situation à leur avantage. Ils avaient utilisé mon amour et mon sens du devoir comme une arme contre moi. Tout en planifiant en secret de donner mon héritage à ma sœur. Le chagrin que j'avais ressenti a été soudainement balayé par une colère froide et clarifiante. Mes larmes ont séché. Mes mains ont arrêté de trembler. La jeune fille au cœur brisé qui pleurait sur le sol de sa chambre avait disparu. À sa place se trouvait la propriétaire légitime de cette maison, et elle en avait fini d'être une victime. Anna, ai-je dit, la voix basse et stable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je l'ai entendu sourire à l'autre bout du fil. Maintenant, a-t-elle dit, on riposte. La colère que j'ai ressentie après l'appel d'Anna était un feu propre et purificateur.
Elle a brûlé des années de culpabilité mal placée, le sentiment d'obligation et le besoin désespéré de leur approbation. Pour la première fois de ma vie, je ne pensais pas à ce qu'ils voulaient ou à ce dont ils avaient besoin. Je pensais à la justice. Ma justice. Le conseil d'Anna était simple, ne leur dis pas un mot. Ils t'ont montré leur plan. Maintenant, exécute le tien en silence. Le silence est devenu mon arme. Pendant que ma famille bougeait autour de moi, ignorant totalement la bombe qui allait faire exploser leur vie, je me suis mis au travail. Le délai de 48 heures qu'ils m'avaient donné était un cadeau. Il fournissait la couverture parfaite pour mes propres préparatifs. Ils pensaient que je faisais mes cartons pour partir. En réalité, je montais mon dossier et je réclamais ma vie morceau par morceau. Ma première étape a été le grenier. Dans un coin poussiéreux, sous une pile de vieilles couvertures, se trouvait une pile de vieilles boîtes d'archives de mon grand-père. À l'intérieur, j'ai trouvé ce que je cherchais, une copie de son testament glissée dans une chemise marquée « Personnel ». C'était exactement comme Anna l'avait décrit. Le langage était simple et direct, tout comme lui. À ma petite fille bien-aimée, Rachel Morgan, je lègue ma maison et tous les biens qu'elle contient, dans l'espoir qu'elle en fasse un lieu de bonheur et d'abri pour le reste de ses jours. En lisant les mots de sa propre écriture, j'ai ressenti une connexion profonde avec lui, un sentiment de validation qui m'a envahi. Il m'avait vu. Il m'avait choisi. Mes parents ne m'avaient pas seulement trahi. Ils avaient trahi sa dernière volonté. Ensuite, j'ai commencé le travail minutieux de collecte de preuves. J'ai passé des heures dans ma chambre, penché sur mon ordinateur portable, fouillant dans une décennie de ma vie financière. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque facture de carte de crédit, chaque confirmation par email. J'ai fait une pile épaisse et lourde de reçus, une trace écrite de ma servitude. Tout y était, le virement de 10 000 $ à la société de couverture, les paiements mensuels récurrents à la banque réduisant l'hypothèque jusqu'à ce qu'elle disparaisse, la charge de 6 000 $ pour la nouvelle chaudière, les reçus du magasin de bricolage pour la peinture, le matériel de plomberie. Le nouveau chauffe-eau. J'ai même trouvé la facture d'achat pour les meubles du salon, la table de la salle à manger, la laveuse et la sécheuse, le réfrigérateur en acier inoxydable que ma mère voulait absolument. J'avais payé pour tout. Chaque meuble, chaque appareil électroménager. Alors que je compilais les documents, la chronologie de leur tromperie est devenue douloureusement claire. J'ai remarqué que les grosses dépenses coïncidaient souvent avec des emails joyeux et pleins de nouvelles d'Émilie. Le mois où j'ai payé le nouveau toit, Émilie avait envoyé un email expliquant qu'elle avait perdu son travail à temps partiel et qu'elle avait besoin d'aide pour le loyer. Mes parents m'avaient dit qu'ils étaient à court d'argent, alors j'étais intervenu pour couvrir les réparations de la maison. Maintenant, je voyais les choses telles qu'elles étaient, l'argent que je leur donnais pour la maison avait probablement été envoyé directement en Californie pour financer le style de vie irresponsable de ma sœur. Ils m'avaient utilisé comme leur distributeur automatique personnel pour entretenir l'enfant chéri. Tout cela pendant que je vivais sous l'illusion que je sauvais la maison familiale. Ma maison. Le classeur que j'ai assemblé faisait 7,5 cm d'épaisseur. C'était un registre méticuleux de mon sacrifice. Indéniable et froid. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Chaque reçu représentait un choix que j'avais fait, rester à la maison au lieu de sortir avec des amis, faire une garde double au lieu de prendre des vacances, faire passer leurs besoins avant les miens. Ce classeur était l'histoire de mes 20 ans. Et c'était une tragédie. Les preuves étant en sécurité, j'ai passé l'appel suivant. Bonjour, est-ce les déménageurs à Toubé, ai-je demandé, la voix stable. Je voudrais planifier un déménagement pour demain matin. J'ai expliqué la situation clairement. J'avais une liste détaillée et individualisée des faits personnels qui devaient être sortis de la maison et mis dans un garde-meuble. J'ai insisté sur le fait que l'équipe devait être discrète et professionnelle. Je ne voulais pas de scène. Je voulais juste mes affaires. La dernière étape a été le dépôt légal. J'ai retrouvé Anna à son bureau, le classeur de preuves posé entre nous sur la table de conférence. Elle l'a feuilleté, son expression devenant de plus en plus sombre à chaque page. C'est accablant, Ra, a-t-elle dit en secouant la tête. Ce n'est pas seulement une victoire assurée. C'est une humiliation publique. Elle a rédigé la requête visant à faire exécuter le testament et à contester formellement le transfert de propriété frauduleux. C'était un document puissant exposant les faits dans un langage juridique froid.
Il nommait mes parents Richard et Hélène Morgan et ma sœur Emily Morgan comme défendeurs. La requête serait déposée dès la première heure le lendemain matin et un huissier remettrait l'assignation. « Tu es sûre d'être prête pour ça ?» a demandé gentiment Anna, sa main sur mon bras. « Une fois que nous aurons déposé ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Cela va déchirer ta famille. » Je l'ai regardé, ma détermination dure comme le fer. Ils ont déchiré cette famille lorsqu'ils ont menti sur le testament de mon grand-père. Ils l'ont déchiré lorsqu'ils ont décidé que leur fille était une ressource à exploiter. Je ne fais qu'allumer la lumière pour qu'ils ne puissent plus se cacher dans le noir. Le lendemain matin, le camion de déménagement est arrivé à 8h tapantes. C'était un grand camion blanc sans inscription, exactement comme je l'avais demandé. L'équipe de 3 hommes était silencieuse et efficace. Je me tenais sur le pas de la porte avec mon presse-papier et ma liste détaillée pour les diriger. Le canapé et les fauteuils du salon, ai-je dit, la voix calme. La table basse, le meuble TV, la télévision. Ils bougeaient avec un rythme entraîné, enveloppant les meubles dans d'épaisses couvertures et les roulant dehors. Ma mère et Émilie étaient encore à l'étage, supposant probablement que c'était moi qui commençais mon piteux départ. Elles n'en avaient aucune idée. Nous sommes passés de pièce en pièce. La table de la salle à manger sur laquelle mes parents avaient organisé leur dîner de trahison a été sortie par la porte d'entrée. Le grand lit de la chambre de mes parents, celui que je leur avais acheté comme cadeau d'anniversaire après que mon père s'est plaint de son dos, a été démonté et retiré. Le nouveau réfrigérateur, le lave-vaisselle, le micro-ondes. J'ai tout pris. Je leur ai laissé leurs vieux meubles usés. Les choses qui étaient là avant que je ne commence à verser mon argent dans la maison. Je leur ai laissé la coquille d'une vie que j'avais construite pour eux. Pendant que les déménageurs travaillaient, certains voisins ont commencé à remarquer. Madame Gable, la voisine d'à côté, une femme âgée qui me connaissait depuis que j'étais bébé, est sortie sur son porche. Elle m'avait vu tondre cette pelouse et planter ses fleurs pendant des années. Elle m'avait vu sur une échelle en train de nettoyer les gouttières pendant que mon père regardait depuis son fauteuil. Elle a regardé les meubles chargés dans le camion. Puis elle m'a regardé. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a juste fait un hochement de tête lent et appuyé. C'était un petit geste, mais il comptait énormément. C'était la confirmation que je n'étais pas folle, que mes sacrifices avaient été vus, au moins par quelqu'un. À midi, la maison était une coquille vide qui résonnait. Elle était dépouillée de tout le confort et de la beauté que j'avais fourni. Elle ressemblait à ce qu'elle était, un endroit qui avait été utilisé et abandonné. Les déménageurs ont fermé les portes du camion et j'ai signé les derniers papiers. Le chauffeur m'a tendu la clé du garde-meuble où mes affaires, mon avenir, m'attendaient désormais. Alors que le camion s'éloignait, j'ai pris une grande inspiration. La phase 1 était terminée. Je suis retourné à l'intérieur, le claquement de mes chaussures résonnant sur le parquet nu. Je m'assis sur la dernière marche de l'escalier dans le grand silence vide, et j'attendis que ma sœur se réveille et entre dans son nouveau royaume vide. Émilie est descendue vers 13h. Je l'ai entendue dans l'escalier fredonnant un petit air joyeux. Elle était vêtue de vêtements de sport coûteux, ses cheveux en une queue de cheval parfaite, prête à aller à un cours de yoga dans la ville qu'elle considérait désormais comme la sienne. Elle est entrée dans le salon et s'est figée. Le fredonnement s'est arrêté. Ses yeux se sont promenés dans le vaste espace vide où se trouvait le canapé d'angle rembourré. Il n'y avait plus qu'une empreinte sur le tapis. Là où se trouvait la télévision à écran plat de 60 pouces, il n'y avait plus qu'un mur blanc avec quelques moutons de poussière. Sa bouche s'est ouverte. « Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-elle balbutié en me regardant. « On a été cambriolé ?» J'étais toujours assise sur la dernière marche, calme et posée. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. « Non », ai-je dit simplement. « On n'a pas été cambriolé. » Elle a marché lentement vers le centre de la pièce, tournant en rond, sa confusion se transformant en incrédulité. Elle a jeté un coup d'œil dans la salle à manger, qui était également vide, à l'exception des vieilles chaises bancales que mon grand-père avait construites comme ensemble temporaire il y a des décennies. « Où est tout ?» a-t-elle exigé, sa voix montant en panique. « Le canapé, la table de la salle à manger, où est mon salon ? » Mon salon. L'arrogance dans ces mots était stupéfiante. « Ce n'est pas ton salon, Émilie, » ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Ça ne l'a jamais été. Elle s'est retournée brusquement pour me faire face, ses yeux étincelants de colère.
De quoi tu parles? Maman et papa m'ont donné cette maison. Tout ce qui est dedans est à moi. Maman et papa t'ont donné une maison qu'ils ne possédaient pas, ai-je répondu en me levant lentement. Et ils ne pouvaient certainement pas te donner des meubles qu'ils n'avaient pas achetés. Une étincelle de compréhension et de peur a traversé son visage. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle chuchoté. J'ai pris ce qui m'appartient, ai-je dit. J'ai les reçus pour chaque meuble, chaque appareil qui se trouvait dans cette maison. Je les ai achetés avec mon argent, alors je les ai fait déménager dans un garde-meuble. Ils sont à moi. Elle m'a fixé, le visage déformé par l'outrage. Tu ne peux pas faire ça. C'est chez moi. Tu es censé faire tes cartons pour partir. Mes 48 heures ne sont pas encore écoulées, ai-je dit avec un petit sourire froid. J'ai décidé de commencer par les grosses affaires. Elle a commencé à faire les 100 pas sur le sol nu, ses baskets coûteuses grinçant à chaque pas furieux. C'est fou. Tu essaies de gâcher ça pour moi. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu as toujours essayé de saboter mon bonheur. L'accusation était si ridicule, si tordue que j'ai failli rire. Jalouse? J'avais financé son bonheur pendant des années. J'avais sacrifié le mien pour qu'elle puisse vivre sa vie insouciante sans le moindre souci. Jalouse, ai-je demandé, ma voix devenant dangereusement douce. J'ai payé la voiture que tu conduisais au lycée, Émilie. J'ai payé ton voyage en Europe après le diplôme. Mes chèques de paie ont couvert le loyer de tes 3 premiers appartements quand tu ne t'embêtais même pas à garder un travail. La seule chose dont je sois jalouse, c'est de ton spectaculaire manque de honte. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Elle était habituée à être la fille protégée, celle que personne ne contestait jamais. Elle ne savait pas comment gérer cette version de moi. Maman et papa vont être furieux, a-t-elle hurlé, recourant à sa tactique préférée, se cacher derrière nos parents. Ils vont te tuer quand ils vont découvrir ce que tu as fait. Parfait, ai-je dit. J'ai aussi 2 ou 3 choses à leur dire. Mais voici le problème, Émilie, leur colère n'a plus aucune importance parce que cette maison, ils ne peuvent pas te la donner. Je me suis approché de la cheminée vide et j'ai sorti un document plié de ma poche arrière. C'était une copie du testament de notre grand-père. Je le lui ai tendu. Tu devrais lire ça. C'est passionnant. Elle l'a arraché de ma main et l'a déplié, ses yeux parcourant la page. J'ai vu la couleur quitter son visage. J'ai vu le moment exact où elle a lu la clause léguant la maison à mon nom. Son expression est passée d'une colère vertueuse à un choc pur et simple. Le sourire en coin qu'elle arborait au dîner avait disparu, remplacé par une horreur bouche bée. Ce n'est pas possible, a-t-elle balbutié, regardant le papier, puis moi, puis à nouveau le papier. Ils m'ont dit. Ils ont dit qu'ils en avaient hérité. Ils ont menti, ai-je dit. Ils mentent depuis 10 ans. Ils t'ont menti et ils m'ont menti. Ils m'ont laissé rembourser l'hypothèque d'une maison qui était déjà la mienne, puis ils ont essayé de te donner mon héritage. Elle s'est effondrée sur le sol, le testament glissant de sa hand. La réalité de la situation s'effondrait enfin sur elle. La vie parfaite qu'on lui avait servie sur un plateau d'argent était un mirage. Elle n'avait pas de maison. Elle n'avait pas de meubles. Elle n'était qu'une invitée chez moi. Alors, où suis-je censé vivre, a-t-elle chuchoté, sa voix devenant petite et enfantine. C'était la première fois que me semblais vulnérable. J'ai regardé l'enfant chéri enfin confronté à une conséquence, et je n'ai rien ressenti. Pas de pitié, pas de sympathie, juste un sentiment de justice froid et dur. Honnêtement, Émilie, ai-je dit en me retournant pour partir, ça me semble être un problème que toi, maman et papa devaient résoudre. Parce que j'ai déjà payé pour ta vie une fois. Je ne le ferai plus. Mes parents sont rentrés 2 jours plus tard. Ils étaient partis faire un petit séjour de célébration dans un gîte touristique pas loin, un tour d'honneur après avoir réussi à assurer l'avenir de leur fille préférée aux dépens de l'autre. Je les imaginais portant un toast au champagne, se félicitant de leur intelligence. Leur arrogance allait s'effondrer. Je n'étais pas à la maison quand ils sont arrivés. Anna m'avait conseillé de rester à l'écart, de laisser les documents juridiques parler. J'étais dans son appartement en train de boire la meilleure tasse de café que j'avais bu depuis des années, en attendant l'évitable coup de téléphone. Le premier appel est venu de ma mère à 18h15. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau.
Mon père. Je l'ai ignoré. Puis est venue une série de SMS affolés. Rachel, qu'est-ce qui se passe à la maison? Pourquoi tout a disparu? Appelle-moi maintenant. Maman. Les serrures sont changées. On ne peut pas entrer. C'est toi qui as fait ça? Papa. Ce n'est pas drôle, Rachel. Ouvre la porte. Maman. Émilie pleure. Tu es une fille cruelle et égoïste. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter une fille comme toi. Maman. Ce dernier message m'a presque fait rire. J'en ai sauvegardé une capture d'écran. Enfin, un message vocal de ma mère est apparu. Sa voix n'était plus froide et autoritaire. Elle était aiguë et paniquée. Rachel Elizabeth Morgan, je ne sais pas à quel genre de jeu malade tu joues, mais tu ferais bien de me rappeler à l'instant. Nous sommes enfermés dehors de notre propre maison. Tous les meubles ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bu une gorgée de café au calme. Je n'avais pas besoin de dire un mot. L'huissier était déjà passé. Anna avait tout organisé à la perfection. Il était arrivé juste 5 minutes après mes parents, alors qu'il secouait encore la poignée de porte et regardait par les fenêtres. Il avait remonté l'allée, confirmé leur nom et leur avait remis l'assignation en justice. Scotché à la porte d'entrée, juste à côté du tout nouveau verrou, se trouvait une notification de requête, un grand document à l'allure officielle visible pour tout le monde et tous les voisins. Le document les informait légalement qu'une requête avait été déposée auprès du tribunal du comté pour faire exécuter le dernier testament de mon grand-père. Il stipulait que moi, Rachel Morgan, était la propriétaire légitime de la propriété. Il qualifiait l'acte de cession qu'ils avaient signé de documents frauduleux et déclarait leur tentative de transfert à Émilie nulle et non avenue. Enfin, il servait d'ordonnance de protection, leur interdisant de pénétrer sur la propriété ou de me harceler de quelque manière que ce soit. L'humiliation publique était le but recherché. Pendant des années, ils avaient cultivé l'image d'une famille parfaite et respectable. Cette image était désormais brisée. Madame Gable d'à côté regardait probablement toute la scène depuis la fenêtre de son salon, et je ne trouvais pas en moi de quoi avoir honte. J'étais soulagé. La vérité était enfin au grand jour. C'est mon père qui a appelé ensuite. Quand j'ai répondu, sa voix était un grognement bas. Quelle est la signification de tout ça, Rachel? Un procès? Tu poursuis tes propres parents. Vous devriez parler à mon avocate, ai-je dit calmement, utilisant les 6 mots les plus puissants que j'ai jamais prononcés. Je parle à ma fille, a-t-il grondé. Écoute-moi bien. Tu vas arrêter cette absurdité dès maintenant et tu vas nous rendre nos clés. Ce ne sont pas vos clés, papa, ai-je dit, ma voix froide comme de la glace. Il y a eu un silence sidéré à l'autre bout du fil. Il n'avait jamais pensé que je le découvrirais. Il m'avait sous-estimé toute sa vie, et il le faisait encore. Comment? Comment tu as su, a-t-il balbutié. Peu importe comment je le sais, ai-je dit. La seule chose qui compte, c'est que les mensonges sont terminés. Vous n'avez plus aucun pouvoir ici. Vous n'avez aucun droit sur cette propriété. Si vous remettez les pieds sur cette pelouse, j'appelle la police et je vous fais arrêter pour violation de propriété. Rachel, s'il te plaît. Sa voix a changé, passant de la colère à une supplication désespérée et haletante. Tu ne comprends pas. On essayait juste d'aider Émilie. Elle avait besoin d'un nouveau départ. On peut s'arranger. On est une famille. Famille. Le mot était une plaisanterie sortant de sa bouche. Vous avez cessé d'être ma famille au moment où vous avez décidé de me voler mon héritage, ai-je dit. Au revoir, papa. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de ma mère. Puis j'ai bloqué celui d'Émilie. Le silence qui a suivi était magnifique. Les retombées ont été rapides et brutales. Mes parents ont dû engager un avocat qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer. Leurs amis et proches dans la communauté ont appris l'histoire. Pas ma version, mais celle que racontaient les documents du tribunal, ce qui était bien plus accablant. Ils ont été exposés comme des fraudeurs qui avaient exploité une fille au profit de l'autre. Leur réputation était en lambeaux. Émilie, sans maison et sans meubles, a dû repartir en Californie la queue entre les jambes. Son fantasme d'une nouvelle vie totalement détruit. Mes parents ont dû trouver un petit appartement à louer de l'autre côté de la ville.
Pour la première fois de leur vie, ils ont été forcés de assumer leurs propres responsabilités. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas très solides. Je ne me suis jamais vanté. Je n'ai jamais crié. J'ai laissé la loi, la vérité et leurs propres actes faire le travail pour eux. Leur chute a été silencieuse, méthodique et entièrement de leur propre fait. J'avais simplement arrêté de les porter à bout de bras, et ils se sont effondrés sous le poids de leur propre tromperie. Une semaine plus tard, je suis retourné dans la maison. Elle était vraiment à moi maintenant, pas seulement légalement, mais émotionnellement. Le silence qui m'accueillait ne résonnait plus de perte. Il était rempli de possibilités. C'était une toile vierge. La première chose que j'ai faite a été d'engager une équipe de nettoyage pour récurer toute la maison du sol au plafond. Je voulais effacer toute trace de leur présence, de leur trahison. Je voulais effacer le souvenir de la froideur de ma mère dans la cuisine et de la lâcheté de mon père dans le salon. Puis j'ai commencé à reconstruire. Je n'ai pas ramené mes anciens meubles du garde-meuble. Ces meubles faisaient partie de mon ancienne vie. La vie où j'étais Rachel la gardienne, Rachel le paillasson. J'ai tout vendu et j'ai utilisé l'argent pour acheter de nouvelles choses qui m'appartenaient entièrement, choisies par moi et pour moi. J'ai acheté un canapé confortable d'un jaune vif et joyeux. J'ai acheté une petite table de salle à manger ronde, parfaite pour une ou deux personnes, pas pour une famille de fantômes. L'acte de réappropriation le plus important a été de peindre les murs. J'ai recouvert le beige terne sur lequel ma mère avait insisté pendant des années. Le salon est devenu d'un bleu doux et apaisant. La cuisine est devenue d'un crème chaud et ensoleillé. Ma chambre, la pièce où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir, est devenue d'une teinte lavande tranquille. À chaque coup de pinceau, j'avais l'impression de reprendre possession de mon territoire, de peindre sur le passé et de créer un avenir qui n'appartenait qu'à moi. J'ai travaillé dans le jardin, non pas par devoir, mais par amour. J'ai taillé les rosiers que mon grand-père avait plantés, sentant sa présence avec moi, une force silencieuse et rassurante. J'ai planté de nouvelles fleurs, de vives touches de couleurs qui me faisaient sourire chaque fois que je regardais par la fenêtre. Ce n'était plus une corvée. C'était une joie. Ma paix nécessitait cependant une dernière étape douloureuse. Je savais que je devais couper les ponts avec eux. Ce n'était pas une décision prise par colère ou par désir de vengeance. C'était une question de survie. Ils étaient un poison dans ma vie et le seul moyen de guérir était d'éliminer la source de l'infection. Je leur ai écrit une dernière lettre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste énoncé les faits. Vous m'avez menti pendant 10 ans, ai-je écrit. Vous avez sciemment volé mon héritage et exploité mon amour pour cette famille et cette maison. Vous n'avez pas fait cela par accident. C'était une série de choix délibérés et calculés. En raison de ces choix, je ne peux plus vous avoir dans ma vie. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. J'ai besoin de protéger ma paix. Et ma paix n'est pas possible avec vous dans ma vie. Je ne vous souhaite aucun mal, mais je ne souhaite aucun contact non plus. La maison est à moi, exactement comme grand-père le voulait. J'honorerai sa mémoire en faisant le foyer heureux et sûr qu'il a toujours voulu qu'il soit. Au revoir. Je l'ai envoyé à leur nouvelle adresse de location sans adresse de retour. Je savais que cela ne m'apporterait pas d'excuses. Ils étaient incapables de ce genre d'introspection. C'était pour moi. C'était le mot de la fin. La fermeture d'un chapitre qui avait duré bien trop longtemps. Certains voisins étaient curieux. Madame Gable me l'a demandé un jour alors que je relevais le courrier. « Tout va bien avec tes parents, ma chérie ?» a-t-elle demandé, les yeux bienveillants. Je lui ai fait un petit sourire sincère. « Tout est exactement comme cela doit être », ai-je dit. « La maison est à moi, tout comme mon grand-père le voulait. » Elle a juste hoché la tête, un regard de compréhension sur le visage. C'était tout ce qui avait besoin d'être dit. Je me suis installé dans un nouveau rythme de vie, une existence calme et paisible. J'invitais des amis à dîner. Je lisais des livres sur mon nouveau canapé jaune. J'ai adopté un petit chien de refuge qui me suivait de pièce en pièce. J'ai trouvé de la joie dans les choses simples, la façon dont le soleil du matin frappait les murs fraîchement peints de la cuisine, le son de mon chien qui ronflait au pied de mon lit, le sentiment profond et inébranlable d'être en sécurité dans mon propre foyer. Je n'étais plus une gardienne, une sauveuse ou une victime. J'étais juste Rachel. Et pour la première fois depuis très longtemps, c'était plus que suffisant.
Je suis dans mon jardin en ce moment, à regarder les rosiers que mon grand-père a plantés. Pendant des années, je m'en suis occupé par sentiment de devoir, un besoin désespéré de me raccrocher à un morceau de lui, de garder quelque chose de beau en vie dans une maison qui m'étouffait silencieusement. Maintenant, je m'en occupe pour moi-même, parce que leur beauté m'apporte la paix. Ils pensaient que je ferais mes cartons et que je partirais en 48 heures. Ils comptaient sur moi pour être la fille gentille et silencieuse que j'avais toujours été. Ils pensaient que mon amour pour eux était inconditionnel, que j'avalerais n'importe quelle quantité de douleur pour garder la famille unie. Mais ils se trompaient. Ils m'ont poussé trop loin. Et dans les ruines de leur trahison, je n'ai pas trouvé le désespoir. J'ai trouvé ma force. Je l'ai trouvée dans le silence, dans la vérité, et dans l'acte révolutionnaire de me choisir moi-même. Parfois, la meilleure des vengeances n'est pas une explosion forte et passionnée. Il ne s'agit pas de destruction. C'est le travail calme et constant de reconstruire sa propre vie selon ses propres termes. C'est trouver la paix là où il y avait autrefois le chaos. Je regarde cette maison maintenant, ma maison, et j'y vois plus que des briques et du mortier. J'y vois un témoignage de ma propre résilience. J'ai survécu. J'ai guéri. Et je suis enfin chez moi.